Bonjour et bienvenue dans Questions Politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, il est l'un des leaders des Républicains. Il fait partie de ceux qui veulent redonner une colonne vertébrale à la droite, retrouver le souffle gaulliste et populaire. Dans un livre, il y a déjà maintenant plus d'un an, Milieu de cordée, poser les fondements de ce que la droite devrait de nouveau porter. La hausse des salaires, le retour de l'ascenseur social, la préoccupation pour la ruralité, la souveraineté. Alors qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? Il va nous répondre dans quelques minutes. Quel est son regard aussi sur les débats qui enflamment l'espace public et la scène politique autour des notions d'islamophobie, de postcolonialisme? Question politique est en direct avec le vice-président des Républicains et député de Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, pour intervenir l'application mobile France Inter ou les réseaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques, Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut tout le monde. Karine Bécard qui a préparé votre portrait Guillaume Pelletier et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Partons de ce qui agite la scène politique et le débat public, je le disais, ce mot d'islamo-gauchisme, l'attaque contre les études postcoloniales. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur par laquelle est venu le débat et elle persiste et elle signe aujourd'hui dans le journal du dimanche. Que cache ce débat selon vous ? D'abord, pour ma génération, il y en aura d'autres, on y reviendra, la question de la lutte contre l'islamisme, c'est le grand combat qui nous attend. Tant nos aînés, depuis 40 ans, ont failli sur ce sujet essentiel qui fait appel à notre identité et à des valeurs pour lesquelles tant d'hommes et de femmes ont donné leur vie. Je pense à la liberté de conscience, la liberté de culte, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous devons être intraitables et d'une fermeté absolue sur ce sujet. Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table, et j'imagine même dans l'ensemble de la classe politique, mais partons vraiment de cette situation sur l'islamo-gauchisme et le postcolonialisme. Il faut que chacun comprenne bien, derrière ce mot qui révèle, comme le dit très justement la ministre Vidal, ou comme le confirme le ministre Blanquer, une réalité ancienne. Tout a commencé probablement dans les années 70, je n'étais pas né certes, mais à Naufle-le-Château, quand l'ayatollah Khomeini recevait à sa table des intellectuels de gauche comme Jean-Paul Sartre, ou Michel Foucault. Et ça s'est prolongé tout au long des décennies qui ont suivi. Je ne vais pas revenir sur tous les événements, mais par exemple... L'ayatollah Khomeini qui était en asile politique en France, et pour le coup, la France de Giscard d'Estaing l'avait accueilli et protégé. Bien sûr, mais déjà, dans ses textes, dans ses livres, dans ses discours, il annonçait sa volonté d'établir une république islamique en Iran, ce qu'il a fini par réussir à faire. Mais quel rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui ? Je vais vous dire. Dans les années ensuite 2000, vous avez eu plein d'événements qui ont achevé de démontrer cette collusion que même Manuel Valls dénonce, par exemple, entre une partie de la gauche et l'islamisme. Quand Olivier Besancenot, leader du NPA, présente une jeune femme voilée aux élections régionales, quand des parlementaires de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts participent à des manifestations anti-israéliennes aux côtés du Hamas et au cri de Allah Akbar sans s'en offusquer. Moi, je considère, et nous considérons, qu'il y a une collusion dangereuse qui n'est pas la seule, parce que le combat premier, c'est le combat contre l'islamisme. Mais au fond, les islamo-gauchistes sont les complices. Parce que ce que vous avancez comme exemple, prenons le premier par exemple, le NPA présente aux élections régionales une femme voilée sur sa liste. Oui. C'est pas illégal. Non, mais c'est dommage. Non, mais je vous pose la question, c'est pas illégal à l'époque. À l'époque, non. Non, aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. Moi, je considère... Non, mais je vous pose juste la question. C'est bien les failles D'accord. dont je parle sur nos aînés. Quel score a fait le NPA à ces élections régionales? Quelques pourcents, sans doute, comme à l'habitude. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous voyez ça comme une menace qui vraiment atteindrait l'ensemble de la société? Qu'on comprenne. Ali Badou, j'ai pris quelques exemples pour vous expliquer la genèse de l'islamo-gauchisme qui n'est qu'une face émergée de l'islamisme. L'ennemi de la République, c'est l'islamisme, c'est-à-dire tous ces terroristes qui ont tué, en France et dans le monde,
près de 500 des nôtres en 20 ans. Ceux qui s'en prennent à nos militaires au Mali. Ceux qui empêchent nos professeurs d'enseigner la Shoah, j'étais professeur d'histoire-géographie, dans certaines classes de nos écoles. Ceux qui pratiquent... Ça vous est arrivé ? Moi, non. J'étais professeur d'histoire-géographie, pourtant. Mais je sais que nombre de mes collègues, dans toute la France, et c'est hélas parfaitement et courageusement révélé par Didier Lemaire, le professeur de philosophie à Trappes, il y a, et tous les rapports d'enquête parlementaire, comme le remarquable rapport d'Éric Diard au Parlement le démontre, il y a à la RATP, dans les écoles, dans nos piscines, dans nos services publics, une progression de revendications communautaires qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Mais est-ce que vous pouvez le quantifier ? C'est-à-dire là, vous parlez d'une évolution. Donc c'est une évolution qui part de quel chiffre et qui nous emmène aujourd'hui vers quel autre chiffre ? Effectivement, est-ce que ça a tant grossi que ça ? Est-ce qu'on arrive à le mesurer ? Bien sûr. Alors, il y a plein de chiffres. J'en donnerai un chez vos confrères du Journal du Dimanche. C'était une enquête assez passionnante du Cevipof et de l'IFOP qui donnait plein de chiffres, dont un que j'ai trouvé particulièrement inquiétant. 29% des musulmans présents en France considèrent que la charia est supérieure à la loi de la République. Alors, ce n'est pas 100%. Moi, j'ai la conviction que la majorité très nette des Français musulmans sont français avant tout, adhèrent à notre identité, nos modes de vie, notre culture, notre civilisation, mais qu'au nom de tous les Français, au nom de la majorité silencieuse et au nom des Français musulmans, nous devons, nous, la nouvelle génération, être d'une fermeté implacable à l'égard des islamistes qui testent régulièrement la société française et nos fondements. Alors, deux petites questions. Il y a dans islamo-gauchiste, il y a gauchiste. Quelle est la partie de la gauche que vous visez concrètement en dénonçant cet islamo-gauchiste ? Est-ce que c'est le Parti socialiste ? Est-ce que c'est la France insoumise ? Qui est derrière cela et qui est complaisant selon vous ? Première question. Et deuxième, si vous dénoncez autant l'islamisme, pourquoi vous n'avez pas voté le texte ? La loi contre le séparatisme. C'est une question un peu basique, pardonnez-moi, mais là on se dit, il y a un truc qui cloche. Le premier, tout ça est très cohérent, mais je vais vous expliquer. Je pense que pour votre première question, ça transcende les partis de gauche. Quand Manuel Valls dit qu'il y a deux gauches irréconciliables, lui-même, ancienne personnalité quand même du Parti socialiste, et que ça transcende son propre parti, ça transcende le parti de Jean-Luc Mélenchon. On sait qu'entre Madame Obono d'un côté ou Monsieur Quatennens de l'autre, ça n'est pas la même vision du rapport à la République, et qu'il y a une gauche racialiste, indigéniste, communautariste, qui aujourd'hui progresse, premièrement. Deuxièmement... Ah oui ? Oui. Dans les urnes ? Non, mais qui progresse dans l'expression publique. Écoutez, à l'Assemblée nationale, moi je vous invite dans le débat dont Nathalie Saint-Cric évoquait la teneur à l'instant, le grand débat qui a eu lieu sur la loi dite qui aurait dû être contre l'islamisme, qui est devenu contre le séparatisme, et puis enfin qui a fini par réaffirmer et conforter les principes républicains. L'expression de certains parlementaires de l'ultra-gauche était particulièrement caricaturale. Pour répondre à votre deuxième question qui est très importante, si le discours d'Emmanuel Macron des derniers mois, vous parlez du discours des Mureaux, j'imagine, par exemple, et d'autres interventions, avait été tenu, nous aurions voté, nous les Républicains, le texte. Mais rien que dans le titre, on vient de l'évoquer. Enfin, le titre, c'est périphérique. Ah non, c'est pas c'est périphérique. symbolique. Non, on est dans la symbolique, là. Quand les mots MOTS ne désignent pas les mots MAUX, vous avez là toute la lâcheté et l'angélisme de la classe politique française. Moi, on ne peut pas être d'accord. Mais il n'y a pas aussi un peu de manque de courage de votre côté peut... de dire c'est peut-être pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu, mais à partir rendez-vous de là... compte, il n'y a rien sur la question de l'immigration. Oui. Or, l'une des sources de l'islamisme, c'est l'immigration massive, qui conduit à la concentration des populations, qui conduit au communautarisme et à nos difficultés d'intégrer et d'assimiler. Par exemple, on reviendra plus tard sur l'immigration, mais restons d'abord sur le sujet qui était à l'origine, l'islamo-gauchisme à l'université. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire le phénomène, le quantifier ? Parce qu'au fond, on ne parle que de ça depuis une semaine. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce vocable, vous ? Je crois que Mme Vidal a raison de lancer justement une étude pour bien le comprendre, puisque plusieurs présidents d'université l'ont alerté sur un phénomène qui progresse. On a appris, par exemple, l'interdiction de la représentation de la pièce des suppléantes d'Eschyle. On a appris que certains chercheurs avaient... C'est pas nouveau. Certes, non mais... Est-ce que je viens de dire que ça venait de commencer ? Non. Je dis que ça fait des décennies que ce phénomène progresse. Et moi, je fais partie de cette génération politique qui refuse le déni, qui refuse la naïveté et qui dit aux Français « J'entends votre préoccupation.
je partage votre colère et nous allons, nous, apporter une solution très forte et très ferme à la progression de l'islamisme dans notre pays. Comment ? Mais quel rapport entre les suppliantes d'Eschyle et l'islamisme ? Non, l'islamo-gauchisme, c'est la pénétration dans nos universités, mais pas que. J'ai donné les exemples dans nos écoles, oui, mais dans là, nos on piscines, parle de l'université, dans nos on mairies. parle de la ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'y a aucun de vos exemples qui concerne l'université jusqu'à présent. Vous avez parlé du NPA, vous avez parlé des piscines, le vous avez refus, par parlé exemple, de l'Assemblée. Le refus de certains professeurs, elle le dit elle-même dans le journal du dimanche ce matin, de lire des textes de Charb. Tout ça, ça compte. Vous avez le droit de nier le phénomène. C'est votre droit le plus strict. Non, vous Moi, je considère... On le nie pas, on essaie de mesurer, en fait. Si on depuis savait le le début. quantifier, on aurait des réponses. C'est bien la raison pour laquelle Mme Vidal lance une enquête. Mais je dis, moi, c'est ma réponse, que l'islamo-gauchisme n'est qu'une facette mineure de ce qui nous menace aujourd'hui, qui est l'islamisme, qui dans nos quartiers, qui dans nos services publics, qui à la police, qui dans nos écoles et dans les pratiques communautaires qui progressent chaque jour. Il faut être aveugle ou lâche pour ne pas le dire et ne pas le voir. Et je ne fais pas partie de cette classe politique qui est lâche et qui est aveugle. Et j'apporte une solution. Mais Guillaume Pelletier, ce matin, que je vais justement, déposer demain matin. On va vous entendre Oui. et vous allez nous en parler. Mais quoi de commun entre l'emprise réelle d'islamistes, de radicalisés sur certains quartiers, sur certaines populations, et ce qu'on dénonce comme l'islamo-gauchisme dans les universités ? Le lien, comme le disent les ministres Blanquer et Vidal, et je le répète, quoiqu'étant députés d'opposition, je dis là-dessus qu'ils ont raison, c'est qu'il y a chez certains chercheurs des universités et chez certains élus de la République une complicité, c'est-à-dire que le désarmement intellectuel qu'ils nous oblige à faire conduit à la lâcheté politique. À force de dire... Mais de qui parlez-vous ? À force de faire l'alliance qui remonte aux années 70 entre ce qu'on appelle le prophète et le prolétariat, c'était le titre d'un livre, entre ce qu'on appelle la religion des dominés et les minorités des opprimés. Eh bien, cette vision intellectuelle du monde, je le dis, est une vision extrêmement dangereuse qui conduit une grande partie de la classe politique à ne plus dénommer l'ennemi, la preuve, le titre du texte sur le séparatisme, et à pratiquer la politique de l'autruche. Un travail universitaire et un député. Oh bah, je l'ai cité tout à l'heure, par exemple, Madame Obono ou Monsieur Coquerel, dans leur expression, et d'ailleurs on voit même que... Ils sont islamo-gauchistes. Bah dans leur expression, non, mais je vous pose la clairement. Question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et à l'université, un universitaire, un travail universitaire, un livre qui serait porteur de cette idéologie ? Mais c'est pas que je veux pas répondre. J'ai dit, je soutiens Madame Vidal qui lance une grande étude pour comprendre pourquoi des présidents d'université alertent le ministre de l'enseignement supérieur pour dire attention, il y a une progression de ce phénomène. Alors, moi, je n'ai pas personnellement d'éléments précis à l'université. J'ai par contre, et je vous invite à le lire, et j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs intrigués par ce phénomène à lire le rapport parlementaire d'Éric Diard, qui est extrêmement complet et qui démontre comment et combien dans la société française, l'islamisme progresse partout et que notre rôle, c'est de rappeler des principes forts. C'est ce que je ferai à l'Assemblée nationale. Alors, si on reste dans les universités, si effectivement l'enquête que demande Frédérique Vidal, la ministre, nous permet de quantifier effectivement cet islamo-gauchisme, cette pénétration de l'islamo-gauchisme dans les universités, quelles sont les solutions pour lutter contre cet islamo-gauchisme ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors je crois que la on politique... licencie des universitaires ? La politique, c'est l'art de... Alors d'abord, les 600 chercheurs d'ailleurs qui demandent sa démission, c'est 600 chercheurs sur 54 000. Donc on voit bien que tout ça est un phénomène qui reste minoritaire. Moi, la proposition que je fais ce matin, au nom de la clarté pour l'ensemble du peuple français, et de la classe politique. Je déposerai à la réouverture de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui dit la chose suivante. La France est une république laïque de tradition judéo-chrétienne. Pourquoi je dis ça ? C'est pour rappeler deux valeurs essentielles qui nous empêcheront de dire n'importe quoi sur ce qu'est la France. La France est d'abord le grand pays magnifique et merveilleux de la laïcité. Cette proposition de loi, mais c'est inscrit dans l'article 1 de la Constitution. Il me semble aussi. Non, attendez. La République laïque. Et j'ajoute, je souhaite que le terme de laïcité, qui n'y figure pas dans la Constitution, devienne la 4e valeur de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour lui conférer une force considérable au-dessus de toutes les lois. Pourquoi ? Parce que la laïcité, c'est cette idée extraordinaire
qui fait l'origine. L'article 1 de la Constitution, elle est au-dessus de toutes les lois. La République laïque. La République laïque, c'est pas tout à fait la laïcité. Cette valeur qui est aujourd'hui abîmée, et que je veux, moi, réhabiliter. Pourquoi ? Parce que la laïcité, c'est ce qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. C'est la valeur qui permet à la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, la liberté de changer de religion. Cette idée qui fonde l'originalité de notre peuple et de notre pays aux yeux de tous les autres d'ailleurs, et qui a donné envie à tant d'habitants du monde d'ailleurs, de faire de la France le grand pays de l'universalisme. Je crois et je considère que cette valeur aujourd'hui, elle est sujette à débat au sein de la classe politique, elle est parfois malmenée et je souhaite donc la porter fort. Mais j'y ajoute aussi qu'au nom de la laïcité, nier 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne, qui fonde notre organisation sociale, notre calendrier civil, nos fêtes religieuses, le nom de nos villages, eh bien tout ça est une erreur. Et qu'en marchant sur deux jambes, nous sommes le grand pays de la laïcité. Qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, vous êtes les bienvenus et vous pourrez la pratiquer. D'accord, on a compris le raisonnement. Et la fierté de notre histoire, eh bien en marchant sur ces deux jambes, nous pourrons répondre durablement à la question à quoi ça sert ? de l'islamisme. On va faire très simple. Laïcité, je comprends ce que vous dites, mais qu'est-ce que ça changera aujourd'hui ? Et deuxièmement, tradition judéo-chrétienne, ça veut dire que les musulmans, franchement, ils sont pas bienvenus et qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas l'impression que Noël soit remis en question, qu'un certain nombre de fêtes, on n'ait pas le droit de les pratiquer, ou que les noms des villages, ça va pas devenir colomber les deux mosquées, vous voyez. Donc, je reprends des propos prêtés au général de Gaulle dans les mémoires d'Alain Peyrefitte. Qu'est-ce que cette proposition de loi peut changer concrètement à notre quotidien ? C'est-à-dire, est-ce que je fais un recours au nom d'une loi ? À quoi ça sert ? Et surtout, à quoi ça va servir dans les universités ? En quoi ça changera les titres de thèse sur lesquels on est en train de parler ? Guillaume Pelletier. Cette loi, la politique, c'est aussi affaire de principes et de symboles. Elle rappelle, elle dira, elle affirmera que la laïcité n'est plus une valeur négociable d'une part, et que nier 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne avec, et vous le savez très bien, les remises en cause qu'il y a eu sur les sapins de Noël, les crèches de Noël et tant d'autres polémiques absurdes, tout cela n'a plus sa place dans notre pays parce que nous sommes un peuple fier de notre histoire. À 50%, premièrement. Deuxièmement, par contre, là où vous avez raison, et j'ai d'autres propositions qu'avec les Républicains nous pouvons vous présenter, pour la lutte quotidienne contre l'islamisme, sur les questions aussi, parce que tout est lié, de l'immigration, il y aura beaucoup d'autres choses à faire. Mais la priorité, c'est de rappeler des principes et des valeurs. Les députés Les Républicains ont écrit au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour lui demander solennellement de réexaminer et de toute urgence une proposition que vous aviez faite il y a maintenant 2-3 mois, leur proposition de création d'une mission d'information sur, je cite, la pénétration de la culture de l'annulation et de l'islamo-gauchisme dans le milieu universitaire. On a parlé de l'islamo-gauchisme, parlons de la culture de l'annulation, la cancel culture, comme on dit en bon français. Et en l'occurrence, j'aimerais savoir ce que vous pointez du doigt. Lorsque, par exemple, Jean-Marc Ayrault arrive à l'Assemblée nationale et s'indigne qu'il y ait une salle Colbert, est-ce que Jean-Marc Ayrault, par exemple, doit être puni par la loi parce qu'il s'indigne qu'il y ait encore des bâtiments et des salles au sein même de l'Assemblée nationale qui portent ce nom-là ? Ce que nous disons, d'où cette proposition de loi, c'est que la tyrannie des minorités, et je m'explique. Là, je parle d'un ancien Premier ministre de la France. Laissez-moi juste... Vous savez, tout ça est très important, donc il faut y répondre intellectuellement, avec un raisonnement. Moi, je pose le débat et le constat. Moi, je parle au nom de la majorité silencieuse parce que je n'en peux plus, comme les Français, de la tyrannie des minorités, je m'explique. De ces hommes qui n'aiment pas les femmes, de ces femmes qui n'aiment pas les hommes, de ces blancs qui n'aiment pas les noirs, de ces noirs qui n'aiment pas les blancs, des homosexuels qui n'aiment pas les hétérosexuels qui n'aiment pas les homosexuels. Mais dans quelle société sommes-nous en train de basculer ? Dans quelle société sommes-nous en train de basculer pour déboulonner les statuts de celles et ceux qui, avec leur part de lumière et d'ombre, ont bâti notre nation et notre histoire. J'entendais certains vouloir déboulonner Churchill, d'autres qui critiquent De Gaulle, d'autres qui s'attaquent à Colbert. Quel statut a été déboulonné en France au cours des derniers mois ?
Est-ce que j'ai dit déboulonner? Oui, ceux qui veulent vous venez de le déboulonner. dire. En l'occurrence, ça a eu lieu au Royaume-Uni, ça a eu lieu aux États-Unis, ça n'a pas eu lieu en France. Et certains en France, vous l'avez même évoqué de la part d'un ancien Premier ministre, commencent à mettre en cause ce qui fonde notre histoire. Moi, je fais partie en tout cas de ceux, je suis minoritaire dans la classe politique, mais très majoritaire auprès de notre peuple, que notre histoire est un tout, que la France, elle n'est pas née en 1789 et qu'elle n'est pas morte en 1789, que nous sommes l'alchimie subtile de l'État capétien et de l'État républicain, que nous portons 2000 ans d'histoire, qu'il y a eu des moments merveilleux et des moments tragiques et détestables, mais que je suis fier de ces 2000 ans d'histoire. Et quand vous parliez, Nathalie Saint-Cric, des Français musulmans, vous ne pouvez pas imaginer combien, pour ma part, venant d'un quartier populaire, je veux réaffirmer ces valeurs parce que ma conviction, c'est que les premières victimes de l'islamisme dans ces quartiers populaires, ce sont les Français musulmans. Sauf qu'en insistant sur la tradition judéo-chrétienne, ils peuvent se sentir légèrement exclus. Pas du tout. Vous savez, quand on va dans un autre pays ou qu'on découvre une autre culture, moi je discute comme tout un chacun d'ailleurs avec des Français musulmans dans le Loir-et-Cher, il y a une fierté de là où l'on est, de cette histoire. On porte tous ces 2000 ans d'histoire. Réaffirmer nos valeurs. Vous refusez de répondre. En tôle, Jean-Marc Ayrault. En tôle, Jean-Marc Ayrault. Mais non, mais j'ai jamais dit ça. En l'occurrence, si vous voulez absolument lutter contre la culture de l'annulation. Nous ne voulons plus qu'une partie de la classe politique, pour justifier sa lâcheté et son aveuglement, pour nous détourner du regard de l'essentiel, tente, au nom de l'indigénisme, du racialisme, du post-colonialisme, attaquer sans prendre systématiquement à notre histoire. L'enjeu n'est pas de remettre en cause 2000 ans d'histoire. L'enjeu aujourd'hui, c'est de défendre ce que nos pères et nos mères nous ont permis d'acquérir aujourd'hui, c'est de vivre dans une société de liberté, où l'égalité homme-femme n'est plus négociable, où le droit de changer de religion, c'est possible. On est tous d'accord avec vous. On peut enfin raconter partout et pour tous les atrocités de la Shoah. Oui, mais vous dites qu'on est tous d'accord. Mais je vous le dis avec fermeté et gravité, dans nos écoles de la République, demandez aux professeurs d'histoire-géographie, il y a de plus en plus d'élèves et de familles qui refusent cet enseignement. C'est une réalité. La mixité n'est plus une évidence. L'égalité entre les hommes et les femmes, elle est bafouée chaque jour. Okay. C'est une réalité. Est-ce que vous mélangez pas tout, en fait, entre ce que vous dites, l'islamisme radical, et puis le droit de certaines minorités à s'exprimer? C'est-à-dire, vous avez l'impression de dire, il y a 2000 ans d'histoire, et c'est notre capitale, et on n'y touche pas. Et est-ce qu'il n'y a pas une histoire en évolution? Est-ce qu'il n'y a pas des minorités qui ont le droit aussi d'exprimer leur mal-être, et qu'au fond, ça refaçonnera aussi une histoire? Mais bien sûr, je suis professeur d'histoire-géographie. Ben voilà. Et donc, l'histoire est un tout. Et bien sûr que les minorités ont leur place. Mais ce qui me marque depuis 40 ans parmi ceux qui nous gouvernent, c'est que nos gouvernants se soumettent systématiquement à la tyrannie des minorités. Vous parlez de Jacques Chirac, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Et qui aujourd'hui écrivent l'histoire. Guillaume Pelletier. Alors que, non, ce que j'ai aimé, par exemple. Non, mais nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Globalement. Jacques Chirac. Mais vous savez, j'essaie d'être le plus cohérent possible. Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'en partie, la droite a failli. Bien sûr. Sur ces sujets-là. Mais sinon, vous savez, je ne me serais pas engagé en politique. Vous savez que c'est un engagement qui prend énormément de temps et d'énergie, parce que je considère que depuis 40 ans, c'est-à-dire l'année de ma naissance, les échecs se sont accumulés. Et sur la question des minorités, c'est très important. Les minorités ont leur place. Jacques Chirac à la condition qu'enfin se lèvent des hommes et des femmes pour nous diriger, qui diront « Ma priorité, ce sera demain la majorité silencieuse. La majorité des Français, qu'ils soient hommes, femmes, blancs, noirs, chrétiens, juifs, agnostiques ou musulmans. » Vous êtes un élu de la République. Il y a des majorités qui se forment dans les urnes. D'un mot quand même, juste pour préciser, est-ce que par exemple Jacques Chirac n'aurait pas dû prononcer son discours du Vel-d'Hiv? Ça, c'est un débat d'historien passionnant. Oui, c'est passionnant, mais on est en plein cœur de votre sujet. Jacques Chirac... sur ce sujet, avait raison de... Moi, ça ne m'a pas gêné. J'ai été touché par la profondeur, la filiation, la jeunesse de son raisonnement. Au nom d'une saine réconciliation et de la concorde nationale. Et donc, le jugement qu'il a porté, les mots qu'il a posés, furent de nature, selon moi, mais je respecte les historiens qui pensent différemment, à réconcilier le peuple français avec notre histoire. Il n'aurait pas dû? Si, je viens de le dire. Mais vous comprenez ceux qui disent qu'il n'aurait pas dû? En tout cas, en tant qu'historien, vous savez, et j'y suis très attaché, la liberté d'expression, de recherche, c'est important. Et je le dis
Elle le dit de la même manière que certains chercheurs s'intéressent aux minorités ou à la question de l'islamisme ne me choque absolument pas. Mais qu'aujourd'hui, de manière organisée, répétée, structurée, par une collusion que je ne suis pas le seul à dénoncer. Vous savez, quand vous avez des ministres en exercice, quand vous avez Manuel Valls, quand vous avez des personnalités publiques qui disent la même chose, c'est bien qu'il y a un problème. Oui. On parlait du discours du Veldiv et bon, en l'occurrence, vous avez tout à fait répondu. Dans votre projet de loi où il faudrait réaffirmer les racines judéo-chrétiennes de la France, oui. Que faites-vous de la déportation du Veldiv, justement ? Je ne comprends pas par rapport à nos racines judéo-chrétiennes. Oui, c'est-à-dire que... Pour moi, la Seconde Guerre mondiale que j'ai eu l'honneur d'enseigner, c'est un moment à la fois tragique pour l'histoire de France, avec la lâcheté, la trahison inacceptable d'une grande partie d'ailleurs de nos élites, hein, disons la vérité. Et en même temps, et on aurait tous aimé sans doute être de cela, le courage inouï d'hommes et de femmes gaullistes, communistes, nationalistes et tant d'autres qui se sont levés pour dire non au nazisme. Eh bien, d'une autre manière, moi je le dis avec la même forme de gravité, le grand défi qui nous attend, la Troisième Guerre mondiale qui est devant nous, c'est une guerre entre d'un côté les islamistes qui veulent saper les fondements de ce qui fonde nos civilisations, pas la civilisation occidentale, nos civilisations dans le monde entier, et ceux qui sont attachés et épris plus que tout au monde à l'idéal de la liberté. Voilà, ça a du sens tout ça. Il est 12h30 et le député du Loir-et-Cher, Les Républicains, Guillaume Pelletier, est l'invité de Questions Politiques. France Inter, Ali Badou, Questions Politiques. Votre portrait, Monsieur Pelletier, il est brossé par Karine Bécard. Vous avez toujours été un homme pressé, Guillaume Pelletier. Vous êtes entré en politique très jeune, très vite, et vous avez tout de suite cherché à vous faire remarquer, à exister, à obtenir immédiatement des postes à responsabilité. Le premier que vous avez décroché, c'est le Front National qui vous l'a donné, parce que même si vous jurez aujourd'hui de le regretter, le FN, époque Jean-Marie Le Pen, c'est politiquement la première porte que vous avez poussée. Vous aviez tout juste la majorité et la présidence du mouvement des jeunes vous sera très rapidement confiée. Comme vous présiderez d'ailleurs les jeunes du MNR, le parti de Bruno Maigret, et comme vous présiderez aussi les jeunes du MPF, le parti cette fois de Philippe de Villiers. Bref, en 5 ans seulement, vous aviez déjà sacrément cheminé. 3 ans plus tard, Guillaume Pelletier, vous êtes toujours chez Philippe de Villiers, secrétaire général du mouvement, directeur des campagnes électorales et tête de liste aux européennes dans le Massif central. Ça fait 10 ans que je m'intéresse à la politique. Je suis passionné et je pense que l'engagement en politique est nécessaire pour tous. Et dans nos nombreux déplacements dans tous les départements de notre région, nous rencontrons beaucoup de Français intéressés aussi par ces élections. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat pour Philippe de Villiers. Alors il y a de l'envie, il y a incontestablement de l'énergie. Vous semblez si jeune et si déterminé. Vous apparaissez même carrément culotté. Quand vous débarquerez, Guillaume Pelletier, en 2009, à 33 ans, à l'UMP, là encore, même réflexe, vous allez essayer de briller. Seulement, multiplier les interventions sur les plateaux télé ne vous donne aucune légitimité. Vous comprenez enfin qu'il va falloir vous installer électoralement pour vous imposer politiquement. Direction le Loir-et-Cher. À 37 ans, vous devenez maire de Nain-sur-Beuvron. À 39 ans, vous êtes élu conseiller régional d'opposition et à 40, vous entrez à l'Assemblée. Autrement dit, en un peu plus de 3 ans, pour l'homme pressé, tout a été réglé. Voilà comment l'ancien jeune le péniste, fougueux villiériste, est finalement devenu un loyal sarkozyste. Il faut dire que le conseiller très droitier Patrick Buisson était déjà arrivé à l'Élysée. L'adéquation politique n'était donc pas si compliquée. Qu'est-ce qu'on propose par rapport, par exemple, à l'assistanat ? Et là, on a fait des choses avec Nicolas Sarkozy. Plein de sujets sur lesquels nous n'entendons pas François Hollande et sur lesquels nous avons la chance d'avoir en Nicolas Sarkozy un capitaine dans la tempête qui tient la barre. Novembre 2011, vous êtes, Guillaume Pelletier, l'un des porte-parole du candidat Sarkozy qui ne gagnera pas et qui ne gagnera pas non plus 5 ans plus tard la primaire de son parti. Alors peut-il être encore ce capitaine dans la tempête ? Certains à droite le souhaitent, manifestement pas vous qui avez décidé
de vous rapprocher de Xavier Bertrand, en tout cas pour l'instant. Sans doute pour avancer, sans doute pour accélérer, parce que vous n'avez pas changé, Guillaume Pelletier, vous êtes un homme pressé qui continue à vouloir exister. Réaction, Guillaume Pelletier ? D'abord, j'ai vieilli. Pas tant que ça. Pas le seul, hein. Quand même. Non, je vous laisse évidemment Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis fier de... Pour moi, c'est très cohérent. C'est-à-dire que... Ah non, si ça vous ressemble et si vous y reconnaissez, parcours, l'essentiel non, mais j'entends pressé, je ne sais pas, profondément amoureux de la France, avec des convictions très fortes, un énorme travail. Mais au fond, quand j'étais militant du Front National à 18 ans, c'est parce que, venant de ce milieu populaire, les colères, qui restent encore aujourd'hui, me semblaient légitimes, mais elles primaient sur le reste. Ensuite, avec Philippe de Villiers, j'ai appris la force des convictions sur la question européenne, sur la question de l'islamisme d'ailleurs. Et puis, depuis maintenant 12 ans, chez les Républicains, au nom de cette colère et au nom de ces convictions qui n'ont pas changé, je veux mettre la priorité à l'action, aux solutions concrètes. Comment concrètement, en tant que maire, en tant qu'élu local, en tant que parlementaire, j'apporte des solutions. Au fond, depuis toujours, je reste et je suis un homme de droite, fier de l'être, d'une droite qui n'est pas celle qu'on entend habituellement, d'une droite, oui, populaire. C'est-à-dire, je crois que la droite doit être forte, vous l'avez bien compris, sur les questions régaliennes d'autorité de l'État et de lutte contre l'immigration, qu'elle doit être juste sur les questions économiques, d'ascenseur social et d'égalité des chances, et que tout ça doit nous permettre de rebâtir une droite populaire pour réconcilier les Français avec la politique et nous permettre de refaire renouer la France avec le chemin de la grandeur et de la prospérité. Alors, avant de faire du fond, Nathalie savoir quelle est votre ligne, quel serait votre candidat. Toute petite question sur Nicolas Sarkozy. On a appris qu'il s'était fait vacciner. Il a dit qu'il avait effectivement une préconisation, une ordonnance médicale. Or, actuellement, les seules personnes qui sont malades et qui peuvent se faire vacciner sont les dialysés, les transplantés, les cancéreux en cours de traitement, les cardiopathies et les trisomiques. Ça donne pas l'impression qu'il y a des passe-droits pour certains ? Moi, je comprends pas trop, franchement, ces polémiques, celles qui ont concerné Olivier Véran, le ministre, quand il s'est fait vacciner, celles qui concernent Nicolas Sarkozy. Moi, plutôt que des passe-droits, je considère qu'ils exercent chacun, en tant que personnalité, des devoirs d'État, c'est-à-dire de donner l'exemple. Il y a tant de doutes de la part de nos concitoyens. Excusez-moi, c'est c'est prendre sa place dans la file d'attente. Et les critères de... Au fond, on a déterminé toute une liste de vaccinés en fonction des risques sanitaires. Donc, il me semble que respecter ça, c'est déjà... Donner l'exemple. Moi, je n'ai pas accès, pas plus que vous, ni au secret médical, ni aux prescriptions médicales. Si Nicolas Sarkozy dit qu'il a une prescription médicale, j'ai suffisamment confiance en lui pour le croire. De la même manière que quand Olivier Véran, qui avait été critiqué parce qu'il se faisait vacciner, je considère que c'est un bel exemple donné par le ministre de la Santé. Les médecins, c'est différent. Il était dans les critères. Je pense que ça fait partie des polémiques stériles. Moi, qui personnellement ne m'intéresse pas. C'est que quoi que fasse Nicolas Sarkozy, ça reste votre héros. Mais pourquoi caricaturer mes propos ? Nicolas Sarkozy a des défauts, il a commis des erreurs. Pose la question parce que ça fait du bruit. Nicolas Sarkozy, ces 40 dernières années, fait pour moi, oui, est le président de la République qui m'a le plus marqué, dont j'ai admiré l'énergie et la capacité à porter haut et fort les valeurs du patriotisme. Moi, je suis avant tout un patriote et j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy était un grand président de la République patriote. Donc, est-ce que c'est une hypothèse qui vous conviendrait, qu'il revienne pour 2022, qu'il soit le candidat de votre camp, le candidat de la droite pour la prochaine élection présidentielle ? Je suis plus en porte-parole, et même en tant que porte-parole, au nom de quoi je pourrais m'exprimer à sa place. En tant que militant des LR, est-ce que ce serait votre choix ? Parce que j'ai cru comprendre que vous souteniez plutôt Xavier Bertrand. Ce serait à lui de le décider. Pour moi, le sujet de la personnalité, je risque de vous décevoir, n'est pas posé aujourd'hui. Et je vais même aller très loin, et là je sais que je vais peut-être vous choquer. Quel est mon combat pour cette élection présidentielle ? Ou vous étonner au moins. C'est de dire, vous avez bien compris... quand même un candidat. Oui, je vais y venir. Vous inquiétez pas, je vais y venir. C'est le principe de l'élection présidentielle. Est-ce que vous me permettez juste de poser une ligne stratégique et programmatique ? J'ai expliqué que ce qui nous guette, cette tyrannie des minorités, et ce qui me préoccupe, moi, c'est de porter la voix de la majorité silencieuse, premièrement. Deuxièmement, que les 3 grands défis qui nous attendent... Mais qu'est-ce que c'est la majorité silencieuse ? La majorité silencieuse, parce que par définition, si elle est silencieuse, on ne sait pas ce qu'elle pense. Il y a des élections, et en l'occurrence, les Français ont l'occasion à échéance régulière de s'exprimer et de donner de la voix, et ils élisent des représentants dont vous faites partie. Et vous êtes député de la nation. Mal élu, je me mets dedans.
parce qu'hélas, une grande partie de cette majorité aujourd'hui s'abstient, je vais y revenir. Mal élu, vous avez été élu avec 54% des voix. Non, mais c'est très... non, 50% d'abstention, surtout. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Mais comme nos auditeurs ne le savent pas, je le dis aux auditeurs, oui, aujourd'hui, vous le savez bien, puisque étant auditeur et téléspectateur, vous êtes aussi citoyen, il y a beaucoup d'abstention en France. Et je le regrette. Et comment on répare ça ? On le répare, en désignant une vision. Je souhaite que la droite redevienne le grand mouvement qui porte la voix de la majorité silencieuse. En posant 3 défis. Le défi, vous avez bien compris, de l'islamisme, et on y oppose la laïcité et l'autorité. Le défi de l'assistanat, de la rente et des privilèges, et on y oppose la valeur centrale et cardinale du travail, de sa récompense. Et la question, le défi de la bureaucratie, de l'énarchie, de la technostructure qui nous gouverne, et on y oppose la liberté des provinces, et j'y reviendrai très concrètement. Comment on fait ? Et là, vous avez raison, Ali Badou. Comment on reconstruit et on rebâtit une majorité ? D'autant que, par exemple, LR est à 7% chez les ouvriers à peu près, 8% chez les employés, 9% chez les cadres sup. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Vous avez perdu les classes populaires, les actifs aisés. Tout est là. Et vous avez aussi la moitié de ceux qui ont voté pour François Fillon à la présidentielle, c'est-à-dire votre socle le plus solide. La moitié d'entre eux sont partis vers Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Je pense, Ali Badou, qu'on va travailler ensemble parce que vous me faites un lancement parfait. C'est une bonne idée, ça. Non, mais en l'occurrence, quand vous parlez... Je suis bien la première Oui, voilà. Qui reste-t-il encore chez les Républicains et comment pouvez-vous parler au nom d'une majorité silencieuse ? Est-ce que j'ai dit que... Est-ce que je n'ai pas dit qu'il fallait bâtir et rassembler une nouvelle majorité silencieuse ? Vous me permettez juste que j'explique mon raisonnement ? Partant du constat que vous évoquez très justement, et que je partage, et que nous sommes nombreux à avoir vu, et que beaucoup contestent. Le dernier qui a rassemblé une majorité de Français de manière enthousiaste s'appelait Nicolas Sarkozy. Et c'était il y a 14 ans. Qu'avons-nous fait pendant 14 ans ? C'est le sujet qui est posé et que nous posons, nous, la nouvelle génération. Et pour y répondre, nous apportons une solution nouvelle. Et je le dis à nouveau avec force ce matin. Je souhaite rassembler autour des Républicains cette majorité qui devra s'adresser prioritairement aux électeurs du Rassemblement national, aux électeurs abstentionnistes, aux lecteurs de Marianne et de Valeurs actuelles, aux sympathisants d'Arnaud Montebourg, de Philippe de Villiers ou de Michel Onfray. Au fond, je lance un appel solennel ce matin à la constitution d'un bloc patriotique pour nous opposer à la politique néfaste et dangereuse d'Emmanuel Macron, un bloc patriotique, au fond, un nouveau rassemblement du peuple français, comme le fit le général de Gaulle en 1947 ou 1958, comme le fit Jacques Chirac avec le RPR en 1976 et comme le fit Nicolas Sarkozy en 2005 et 2006, en posant les bases d'une nouvelle droite populaire. C'est le seul moyen, je le dis avec lucidité et solennité, de construire à nouveau une majorité capable, non pas d'avoir des postes et des... Sinon moi je fais autre chose. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un poste. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la vie des Français. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et pour rendre possible ce qui est nécessaire, nous devons bâtir une nouvelle majorité en ouvrant les portes et les fenêtres des Républicains avec ceux que je viens d'évoquer. Au-delà des inactifs et des retraités qui sont le socle aujourd'hui dont je suis très fier et dont je suis le porte-parole. Vous avez disparu du monde salarié. Voilà, il faut parler à toutes ces Français. Mais je poursuis ce que disait Ali Badou, c'est que l'électorat populaire, il est chez Marine Le Pen, et l'électorat de Marine Le Pen, il a au fond cette caractéristique d'être profondément fidèle à Marine Le Pen, c'est-à-dire que son socle électoral, par rapport à la dernière élection, est très puissant. Donc je n'arrive pas à voir comment vous pouvez récupérer auprès d'elle l'électorat populaire. Je vais vous donner deux exemples. Guillaume Pelletier. Deux exemples. Il y en a un qui est parvenu. C'était pas elle, c'était son père, c'était Nicolas Sarkozy, qui en 2007, rappelez-vous, parce qu'il avait bâti ce programme d'alliance de la France populaire des classes moyennes, il était parvenu. C'est pas à cause de l'échec de Nicolas Sarkozy, au fond, d'incarner cet espoir que la droite Je donne un deuxième exemple, c'est d'ailleurs pas, je suis pas le seul. Aux élections législatives, malgré une vague très opposée à notre dynamique, nous avons été élus souvent les jeunes républicains, parce que nous avons, par exemple dans ma circonscription, divisé par 2 le score du Rassemblement national, parce que incarnant cette droite authentique, cohérente, populaire, beaucoup se sont dit, c'est avec eux que je veux rebâtir la France. Vous savez, les lecteurs du Rassemblement national, ils n'ont jamais été très forts dans le Loir-et-Cher, par exemple. Et là, en l'occurrence, vous avez battu 31%. Vous avez battu un député LREM au deuxième tour. Dans ma circonscription, aux élections régionales de 2015, le Rassemblement national, 31%. Aux élections législatives, 18%. Vous voyez, c'est quand même une force qui existe. Sur la question que vous posez, l'électeur du Front National, il faut le respecter, il faut le comprendre. Il porte une colère, et le Front National, parfois, porte cette colère, mais il cherche des solutions que le Front National n'apporte
d'aucune manière. Nous, notre originalité, c'est de dire, en 2022, sur les 3 défis que j'ai posés et qui constituent cette colonne vertébrale de la droite de demain, la lutte contre l'islamisme, avec des mesures extrêmement concrètes, entre autres la maîtrise acharnée de l'immigration. Par exemple, moi je propose un moratoire sur l'immigration, à l'exception des réfugiés politiques et des étudiants étrangers. Je propose qu'on ne puisse plus avoir accès à une aide sociale en France si on ne peut pas justifier de 5 années de résidence et de travail sur le territoire national. Le Pen, ça. Non, c'est le programme du RPR. Arrêtons de dire... C'est le programme du RPR de 1990, et le secrétaire général du RPR en 1990 s'appelait Alain Juppé. Voilà. Moi, je souhaite que la droite revienne aux fondamentaux du RPR des années 90. C'est la seule manière de rassembler les Français. Il n'y a pas que la question de l'islam, il y a la question du travail. Parce qu'au-delà du sentiment légitime de dépossession culturelle, la question du déclassement social est pour moi centrale. Comment la France redevient la grande nation de l'égalité des chances, de l'ascenseur social, permettant à ceux qui viennent de tout en bas, à la force de leur travail, de leur talent, de leur vocation, de redevenir quelqu'un. Ça, c'est un grand message que la droite, pour redevenir populaire, et ça passe par la hausse des salaires, entre autres, on y reviendra peut-être, pour laquelle je plaide. Et enfin, la droite, c'est cet idéal de liberté. On n'en peut plus d'être dirigé par le gouvernement des juges. Mais enfin, vous voyez bien, le défenseur des droits, je finis juste, parce que ça c'est très important, le défenseur des droits, qui demande à ce qu'il y ait des zones, la défenseur des droits, qui avait succédé à Jacques Toubon, Claire Hédon, qui demande à ce qu'il y ait des zones sans contrôle d'identité, pourquoi pas des zones sans police. C'est pas la République, Jean Castex lui a répondu la que Cour ça serait européenne non. des droits de l'homme qui condamne la France, parce que la France, en 2018, a expulsé un terroriste algérien condamné à 7 ans de prison. La Cour nationale du droit d'asile, qui avait accordé d'ailleurs le droit d'asile aux migrants qui a tué Apo, qui vient de dire dans sa jurisprudence que l'apologie pour terrorisme ne constitue pas une possibilité pour révoquer le statut de réfugié. Aujourd'hui, le peuple français a perdu sa souveraineté et donc la maîtrise de son destin. Nous sommes dirigés par une élite judiciarisée, technocratique, bureaucratique, on le voit d'ailleurs sur la crise sanitaire comme sur les grands sujets, qui bride la liberté, la souveraineté du peuple français. La question de la souveraineté sera centrale en 2022. Donc on remet en cause notre appartenance à l'Union européenne. Pas du tout. Je propose, bien sûr que l'Europe est un atout. Bien sûr qu'on est plus fort à plusieurs. Bien sûr que nous devons et que nous allons encore très longtemps faire partie de l'Union européenne pour la réformer de l'intérieur. Mais par exemple, oui, je propose qu'en 2022, nous annoncions une suspension provisoire de notre appartenance à la Cour européenne des droits de l'homme pour renégocier avec l'ensemble des pays européens les questions de souveraineté juridique et migratoire, par exemple. Dans vos piliers, rapidement, parce que l'heure tourne. Vous parlez de l'assistanat. Vous parlez de l'assistanat. Vous nous avez pas dit le cancer de l'assistanat. Vous avez dit simplement qu'il fallait mettre en cause. Est-ce que vous considérez que la politique d'Emmanuel Macron depuis le Covid est finalement quelque chose qui est de l'assistanat? Du quoi qu'il en coûte. En gros, le quoi qu'il en coûte. Chômage partiel. Le chômage partiel. Garanti par l'État. C'est un petit peu une façon d'assister les gens qui sont en position difficile. Et est-ce que vous êtes en rupture totale avec ça? Deuxièmement, quels sont vos points communs avec Xavier Bertrand? Là, je ne comprends plus. Alors, je vous éclairer, mais enfin, si vous m'écoutez avec attention, mais je vais le faire. Vous le voyez clairement. Sur le premier sujet, ne soyons pas non plus dans la caricature. Que le gouvernement, et nous l'avons soutenu, et nous tous avec, viennent en aide à tous les Français en grande difficulté économique et sociale. J'étais l'un des premiers à faire des propositions très fortes, par exemple, sur les aides alimentaires, sur les aides sociales. Oui, 10 fois oui, 1000 fois oui. La fraternité, la solidarité sont des valeurs essentielles de notre patrie et du pacte républicain. Ce que je dénonce, par contre, comme avec d'autres partis, je pense à l'UDI et mon excellent collègue Pascal Brindot, député de Loir-et-Cher, centriste, qui a commis un rapport passionnant sur les fraudes sociales. 50 milliards d'euros chaque année, Nathalie Saint-Cric, qui disparaissent du budget de l'État. Pourquoi? Avec y compris des patrons qui fraudent à l'URSSAF. C'est même non, mais attendez, c'est autre chose. Non, mais il y a les fraudes fiscales. J'y viens aussi, j'en parle souvent dans mon livre, et je veux faire des propositions équitables. Là, je parle des fraudes sociales. Les immigrés. Non. Non, des étrangers. Mais est-ce que je veux bien chaque position est respectable, mais je respecte ce que vous pensez, respectez non, mais c'est uniquement parce que je vous ai vu sur attendez. Public Sénat dire que l'un des grands problèmes justement que rencontre aujourd'hui l'État-providence, c'est le nombre et le montant des aides sociales accordées aux étrangers de 125 milliards d'euros. Mais là n'est pas le problème. C'est pas la fraude. La fraude, c'est quelque chose qui est mal dans tous les domaines. L'assistanat, c'est une espèce de philosophie qui est de dire que quand les gens sont en difficulté, on les aide. Quand vous dites assistanat, c'est pas pour moi, l'assistance, oui. L'assistanat, non. L'assistance, c'est le principe de fraternité à quelqu'un qui est en difficulté.
je viens d'un milieu modeste, je sais combien mes parents, ma famille, on a pu bénéficier dans des temps de chômage, de maladie. Emmanuel Macron pratique pas et c'est l'assistanat. très heureux, c'est très bien. L'assistanat, c'est une idéologie qui, souvent venue de la gauche, qui considère que puisque vous êtes pauvre, vous allez rester pauvre, on vous donnera quelques aides publiques et le travail, le mérite, l'émancipation pour devenir quelqu'un n'a pas d'importance. Je ne pense pas cette philosophie. Je donne juste un exemple. Quand Pascal Brindot révèle dans ce rapport 50 milliards de fraude sociale chaque année d'une part, quand il révèle que le fondateur belge de Daesh touche des aides sociales en France parce qu'il a trafiqué sa carte vitale, comme des millions d'autres, eh bien mon rôle de responsable politique... Donc c'est lutter contre la fraude, ça. C'est de lutter contre la fraude et contre ce qui est sa philosophie, la vision d'assistanat. L'assistance oui, l'assistanat non. Qu'est-ce qui me rapproche de Xavier Bertrand ? Oui, ou qui vous éloigne ? Tant de choses. Xavier Bertrand, d'abord, incarne par son histoire et son parcours tout ce que j'estime, c'est-à-dire, lui au moins, il n'a pas fait l'ENA et Sciences Po. Voilà. Lui au moins, il a un parcours venu de la sphère privée et de la méritocratie. Lui au moins, il a eu un mandat d'élu local. Lui au moins, il gouverne une région, les Hauts-de-France populaire, en s'attachant et en s'attaquant aux mots que j'ai évoqués. Il est contre la bureaucratie, il est contre l'islamisme, il est contre l'assistanat. Nicolas Sarkozy a fait Sciences Po, Jacques Chirac a fait Sciences Po et l'ENA, le général de Gaulle a fondé l'ENA. Vous êtes vraiment absolument contre ces grandes institutions qui ont produit tant de vos grands leaders. Je pense aussi à François Fillon, à Alain Juppé. Valérie On pourrait faire une liste, mais vraiment très très longue, des grandes figures de la droite qui viennent et de Sciences Po et de l'ENA. Oui. Bon, donc 60% de nos ministres depuis l'an 2000 ont fait l'ENA et Sciences Po. Donc vous votez Xavier L'ENA et Bertrand. Sciences Po, très bien. Moi je dis, mais là encore, c'est mon droit fondamental. Je préfère demain avoir un président de la République qui change de l'ordinaire. Donc c'est votre choix. On a vu ce que ça donnait. Xavier Bertrand, c'est plutôt votre choix. J'aime son pas. Je ne donne pas mon choix. Je réponds à votre question. Je donnerai mon choix cet été. Je suis numéro 2 des Républicains. Mon objectif avec Christian Jacob, c'est de bâtir une équipe de France. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de Bruno Retailleau, de Gérard Larcher, de François Baroin, de Nicolas Sarkozy, de tout le monde pour réparer la France, et même bien au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le grand appel que je lance. Xavier Bertrand, son parcours, je l'ai dit, ses responsabilités locales, municipales comme régionales, et ce qu'il incarne. Il y a 12 ans, c'est lui qui m'a fait rentrer à l'UMP. Et pourquoi, avec Nicolas Sarkozy, ils m'ont séduit ? C'est parce qu'ils incarnent justement cette droite, non pas de la statistique des tableaux Excel ou de l'esprit comptable, cette droite sociale et populaire. Moi, pourquoi je suis de droite ? Parce que la droite, pour moi, c'est le parti et le mouvement qui, normalement, doit permettre à quiconque venu de tout en bas de prendre l'ascenseur ou l'escalier social, c'est-à-dire à la force du mérite, de l'effort, du travail. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus d'écart, par exemple, entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, et que tous les travailleurs sont désespérés parce que tout est toujours fait pour les bénéficiaires du RSA, 150 € de prime à nouveau à Noël, mais que pour les travailleurs au SMIC, pour les travailleurs à 2000 €, pour les travailleurs à 2500 €, il n'y a jamais rien, et qu'eux, ils doivent payer des frais de voiture, des frais de nourrice, souvent dans des familles monoparentales. Oui, il est là mon combat, elle est là la majorité silencieuse. C'est cette France qui ne râle jamais, mais à qui on demande toujours tout et qui ne réclame jamais rien. Eh bien cette France-là, moi elle me parle, elle me touche, et je veux qu'on la porte et qu'on la défende à l'occasion de l'élection présidentielle. Vous dites malgré tout, voilà, on aura besoin de tout le monde, mais on entend toute votre ligne politique. Vous avez parlé d'augmentation des salaires, vous revenez sur les emplois aidés, c'est ce que vous proposez également, vous tendez la main à Arnaud Montebourg. Est-ce que vraiment vous emmenez tout le monde en fait dans votre famille politique ? C'est pas la ligne de François Baroin, c'est pas la ligne de Gérard Larcher, c'est pas la ligne de Bruno Retailleau. On a l'impression qu'il y a une coupure générationnelle. On a l'impression qu'il y a Guillaume Pelletier, il y a Aurélien Pradié, il y a peut-être Pierre-Henri Dumont également. Est-ce que la droite n'est pas en train de se diviser en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas deux droites irréconciliables ? D'abord, c'est toute la force de Christian Jacob, c'est d'avoir entamé une telle politique de réconciliation en mettant beaucoup d'humains qu'aujourd'hui on se parle tous les jours. Et on se réunit tous toutes les semaines en échangeant sur ces sujets. Je prends l'exemple de la dette. Quand vous me dites que François Baroin et moi on n'est pas d'accord, c'est tout le contraire. Avec Éric Woerth, vous êtes d'accord sur la dette ? On a des débats, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il est contre l'annulation de la dette et il a raison. Moi aussi. Je dis que la dette doit être remboursée. Lui, il dit qu'il faut la rembourser maintenant. Nous pensons avec François Baroin que nous devons sur 10, 20, 30, 40 ou 50 ans l'isoler des autres dettes, parce que c'est une dette de guerre, et la rembourser en imaginant d'autres moyens, comme un fonds souverain
par exemple, qui serait entre autres alimenté sur la base du volontariat par l'épargne des Français. Il y a plein de choses magnifiques à faire. Il faut sortir des vieux tabous et des vieux totems. Le monde a changé et donc nous, la nouvelle génération, nous tentons d'apporter des réponses nouvelles. Et je crois que les 3 marqueurs clés, la lutte contre l'islamisme, la lutte contre les fraudes et l'assistanat et la lutte contre la bureaucratie au nom des valeurs de laïcité, de travail et de liberté, constituent un programme politique qui rassemble toute la droite, mais bien au-delà, qui parlera aux électeurs du Rassemblement national que je ne veux pas mettre de côté, qui parlera aux amis de Philippe de Villiers ou d'Arnaud Montebourg. Vous développez l'idée d'une coalition de patriotes et en même temps, vous vous opposez avec les Républicains à l'instillation de la proportionnelle à l'Assemblée nationale qui pourrait être justement préfigurer une sorte de gouvernement de coalition, sachant tous les défis que vous relevez. Pourquoi cette hostilité absolue à la proportionnelle ? Parce que, vous avez tout à fait raison, je suis très attaché à l'idée de constituer sur le plan des idées et des alliances avec les électeurs une majorité nouvelle, mais je ne crois pas que le tripatouillage des modes de scrutin soit de nature non seulement à y répondre et à surtout présenter dans ces temps troublés une garantie de stabilité. C'est-à-dire que si au Parlement, c'est pour se retrouver avec aujourd'hui on est déjà 10 groupes, ce qui est beaucoup trop, 15, 20 ou 30 groupes qui, comme sous la 3e ou 4e République, menacent à 3 ou 4 en permanence le gouvernement de tomber, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je ne crois pas non plus que ce soit la bonne solution parce que je crois, pour réconcilier les Français avec la politique, au lien presque charnel qui doit exister entre les élus et le peuple. Et donc, l'ancrage territorial, plutôt que le pouvoir redonné aux partis depuis Paris, ça me semble plus intelligent. Alors que, en même temps, voilà regardez ma position. La verticalité de la Ve République, regardez à quel point vous avez été mal élu, comme beaucoup, regardez l'abstention, comment est-ce qu'on redonne aux Français l'envie de dire, au fond, on participe à la vie politique. Moi, ma conviction, c'est que ce sont les idées qui mènent le monde. Il n'y a pas de victoire électorale sans victoire idéologique. Et que les Français se détournent de la politique parce que, comme moi d'ailleurs, moi je suis comme eux, on a tant cru, tant espéré, et vous avez le sentiment tant que la été droite a déçu perdu la bataille des idées ? On l'avait perdu. On l'a perdu depuis 2012. Non, on est en train de la regagner. Vous êtes en train de la regagner ? Quand je vois que sur la question que nous lancions avec Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012 de l'islamisme, elle est cette question enfin au cœur du débat public. Quand la question de la hausse des salaires, qu'on m'a tellement interdit de porter, Nicolas Sarkozy fut le seul, avec les heures supplémentaires défiscalisées, à imposer à la droite cette idée de meilleure récompense du travail. Et qu'aujourd'hui, de nombreux parlementaires, à l'Assemblée ou au Sénat, me soutiennent. La question de la bureaucratie, que je dénonçais avec force dans le livre Milieu de cordée, qui devient de partout, David Lisnard et tant d'autres, l'un des marqueurs clés de la droite française. Oui, nous sommes en train de gagner la bataille des idées. Grâce à Éric Zemmour, notamment ? Je pense qu'on a de Michel Onfray à Arnaud Montebourg, d'Éric Zemmour à Philippe de Villiers. Il y a Arnaud Montebourg, vous le mettez dans le même sac qu'Éric Zemmour et Michel Onfray ? C'est pas le même sac. Je m'intéresse Vos références, particulièrement... c'est pas la droite classique quand même là. Non, dans les 4 noms que vous avez énoncés. Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, Philippe de Villiers. Moi, je crois Philippe de Villiers, Éric Zemmour. Bien sûr qu'il y a dans l'expression publique de ces personnalités que je cite une cohérence qui est la mienne, c'est le patriotisme. C'est le refus de la pensée unique, c'est le refus du « en même temps », c'est l'affirmation haute et forte de valeurs claires. Les Français, pour se réconcilier avec la politique, pour qu'ils aient envie à nouveau, parce que moi aussi, parfois, j'ai plus envie. Moi, j'ai envie de redonner envie. Pour redonner envie, il faut des valeurs claires. Si vous nous rejoignez, si vous votez pour nous, si vous rejoignez cette grande alliance des patriotes, alors vous êtes sûr que la question de l'islamisme, de l'assistanat et de la bureaucratie seront réglées. Et c'est vrai que sur ces 3 sujets, je l'ai dit tout à l'heure, Xavier Bertrand, aujourd'hui, porte cette dynamique et ce courage. Le bloc des patriotes dissout le Génération Identitaire ou pas ? Je pense que là encore, c'est typiquement la fausse bonne idée du système pour agiter les peurs. Je ne partage ni toutes leurs idées, ni tous leurs modes opératoires, mais d'abord, la Ligue de défense noire africaine, toutes les associations... Non, répondez sur Génération Identitaire, on doit avoir l'antenne. Si vous arrivez au pouvoir, vous dissolvez ou pas ? Moi, non. Parce que d'abord, j'entreprendrai la dissolution de la LDNA. Alors attendez, on va pas faire la liste de tout ce que vous voudriez dissoudre, ce que vous ne dissolvez pas en l'occurrence, même si dans les manifestations de Génération Identitaire, on a vu des gens faire le salut nazi par exemple. Si c'est le cas, il doit être condamné farouchement et sévèrement par la loi et la justice. Au moins c'est très clair. Dans votre circonscription, il y a le zoo de Beauval. Comment va le panda ? C'était pour terminer sur une note légère. C'est important, ça c'est l'essentiel. Et le zooparc de Beauval, c'est extraordinaire, allez-y, comme à Chambord. Quand ce sera ouvert, est possible. L'émission se termine. Merci Guillaume Pelletier et bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. À la semaine prochaine.